c'est important. Et je vais laisser la parole au coach Bou, déjà. Coach Bou, c'est à vous, bonjour. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour à coach Tandaha aussi. Donc aujourd'hui nous sommes là, première capsule de la semaine, on va vous présenter toujours notre cardio du lundi. Comme vous savez, le cardio qui va solliciter ce qu'on appelle l'organe cardiaque. Donc comme l'a si bien expliqué coach Tandaha, il est assez bien et important aussi de faire du cardio pour solliciter son système cardio respiratoire, bien sûr, parce que vous savez bien, c'est une partie qui va solliciter le cœur et au niveau des artères, va faire juste une très bonne circulation sanguine, va vous permettre aussi une très bonne oxygénation des muscles. Donc, pour avoir juste un très bon état de santé pour une durée bien longue, des années, fur et à mesure, pour pouvoir résister à certaines intensités ou bien à certaines compétences qu'on vous soumet plutôt. Donc là, il est assez important de faire souvent du cardio pour élargir ce qu'on appelle son muscle. Vous avez vu des pas déplacés sur les côtés avec des mouvements un tout petit peu flexibles, de l'agilité en même temps. Ça va solliciter votre système et ça va le booster pour juste avoir un très bon cardio. On se donne rendez-vous à demain, Inch'Allah. Bonjour au plateau. Bonjour Toumani, comment vas-tu? Bonjour Anta, je vais bien et toi? Bien réveillée ce matin? Oui, on peut dire. Super. Alors, quel est le menu de ta chronique de ce matin? Alors, ce matin, du Made in Africa encore et encore. Pour le premier sujet, on va parler de Future Face Global 2023, à ne pas confondre avec Face of the Year. Alors, quel est le concept de Future Face? Qui sont les gagnants? Et pour le deuxième sujet également, on va parler de cette fois Oser, le Made in Africa est terminé par une petite surprise que je vous réserve. Très bien. On a hâte de découvrir la surprise de ce matin. Un petit clin d'œil à Cathy Barra, notre Cathy nationale, Sarah, qui nous prépare ce quinquilibre succulent et qui a une odeur spéciale. Ça sent tellement bon ce matin. Je crois que tout le monde en plateau peut le confirmer. Bonjour Anta, je vous assure. Je ne sais pas ce qu'elle met dedans. J'ai l'impression. Moi, j'ai son secret. T'as vu comment elle a préparé ce matin? Oui, on a un secret spécial. Non, pas du clou de girofle. C'est de la citronnelle? Oui, citronnelle. Il ne faut pas donner nos secrets. Qu'est-ce qu'elle met dedans? Elle met plein de choses, des petites astuces avec un soupçon d'amour. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, notre quinquilibre est unique. Absolument, exquis, tout à fait. Merci ma chère Cathy. Merci à toi. Alors ce matin, qui sont nos invités du jour? Alors on aura deux invités ce matin et notre premier invité est déjà en plateau avec nous. C'est Madame Djemepai Badiane, elle est expert comptable, membre du bureau exécutif du conseil de l'ONECA. Et l'ONECA, c'est l'Ordre national des experts comptables et comptables agréés du Sénégal, bien sûr. Et dans le cadre du programme d'amélioration des compétences de base et en comptabilité et gestion financière, eh bien, l'ONECA lance un nouveau module. Il s'agit d'une formation professionnelle. Donc ça s'appelle Certificat pratique de formation professionnelle en comptabilité finance. C'est en partenariat avec la Banque mondiale et le 3FPT. On revient justement sur les avantages de cette nouvelle formation. À qui est-ce qu'elle est dédiée? On fait le point justement dans un petit moment dans la rubrique invité avec elle. Et dans la deuxième partie de cette émission, un autre invité nous rejoindra et prendra sa place. Il s'agit de monsieur Adama Bologo. Il est déjà à la régie et nous attend. Il est le coordonnateur du programme d'analyse des systèmes éducatifs des pays francophones, spécialiste en gestion de projets et programmes, professeur certifié des lycées et collèges option mathématiques. Et ce matin, justement, nous parlons maths avec lui parce qu'à Dakar va s'ouvrir une réflexion autour d'un consensus sur l'apprentissage et l'enseignement des mathématiques au primaire. On en profite justement pour faire le point du système éducatif de manière générale dans les pays francophones avec lui. On revient aussi sur les avantages et les objectifs surtout de cette rencontre de Dakar. Très bien, ce sera une première au Sénégal. Oui, tout à fait, une première en Afrique. Bonjour Madame Djemepai Badiane, bienvenue en plateau. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. J'espère que vous n'allez pas nous donner des mots de tête avec des chiffres ce matin. Non. Parce que je sais que la comptabilité avec certains d'entre nous, c'est pas évident. Les mathématiques... Aujourd'hui, ça veut dire que voilà, vous avez les mathématiciens, vous avez les comptables, donc ce sera un plateau très riche. Exactement, en chiffres. Un plateau très riche en chiffres. Très bien, et nous en reviendrons justement dans la première partie de ce magazine, une interview qui vous sera accordée avec Sarah Louia Senghor. Alors, Abdelaziz Ban, le menu de ta chronique. On va parler de football féminin avec le match retour Sénégal-Égypte. On sait que le Sénégal a battu les Égyptiennes à l'aller par 4-0. Le match retour donc prévu ce mardi. Également parler du mondial U17 avec cette finale, l'Allemagne qui est sacrée pour la première fois de son histoire à ce mondial U17. Parler également de Ligue 1, des résultats
la 6e journée de Ligue 2 également, de ses résultats. Aussi parler de sport scolaire avec cette entente entre la Fédération sénégalaise de football et le ministère de l'Éducation pour permettre aux jeunes de détecter les talents chez les jeunes élèves, pour pouvoir mettre en place une équipe compétitive pour surtout les JOJ de 2026. On va également parler de handball avec le mondial de handball, le Sénégal battu hier par la Suède, et puis parler du tournoi du numérique alors que la RTS a perdu en finale, et puis également parler de ce communiqué de la RTS qui annonce les droits déjà achetés pour la Coupe d'Afrique des Nations par la RTS. Effectivement, si vous venez de nous rejoindre, il est 6h41. Bienvenue. Et également, nous sommes en direct sur la une, sur nos plateformes digitales. Tout de suite, nous passons à la rubrique sport, juste après le jingle. Alors on commence avec ce sujet, football féminin, éliminatoire Cannes 2024, match retour Égypte-Sénégal, c'est ce mardi. Mardi, donc, après avoir battu les Égyptiennes au stade La Dior de Thiès sur le score de 4-0, les Lions du Sénégal sont actuellement au Caire pour la manche retour du dernier tour qualificatif à la Cannes 2024. Le Sénégal donc a besoin d'un match nul ou bien même d'une victoire pour pouvoir donc se qualifier à cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est que lors de la dernière édition, l'équipe nationale du Sénégal s'était arrêtée en quart de finale. Pour cette fois-ci, l'objectif sera d'aller en demi-finale ou bien même de remporter le trophée pour permettre aux Lions du Sénégal de pouvoir aujourd'hui déjà remporter ce trophée et puis d'aller à la Coupe du Monde, représenter dignement l'Afrique à cette compétition. Sarah, l'équipe du Sénégal est dotée vraiment de toutes les capacités pour remporter ce match retour. Rappelez que le Sénégal s'est imposé 4-0 face à l'Égypte au match aller. Oui, au match aller ici chez nous, donc on joue le match retour aujourd'hui. Une belle équipe, hein, une équipe séduisante. En fait, il y a beaucoup de gens qui ne regardent pas le foot féminin. Mais il faut regarder parce qu'il y a de la technique, il y a véritablement de très beaux gestes également. Et la maîtrise du ballon de ces jeunes dames, c'est assez séduisant. Je les ai regardées jouer et je trouve véritablement qu'il y a aussi des joueurs qui sortent des professionnels qui sortent du lot, qui jouent à Metz également, en Ligue 1 française. Exactement, dans des clubs professionnels, ce qui fait que ça renforce tout simplement, et puis bien sûr, la compétitivité de cette équipe-là. On était en quart de finale, bon, on est tombé vraiment de justesse à la séance des tirs au but. On le sait, des tirs au but, c'est pile ou face, ça marche ou ça marche pas. Et donc, pour cette fois-ci, je crois qu'on peut être optimiste et aller jusqu'en finale. Et pourquoi pas, après, quand on est en finale, une finale, elle se gagne, donc on donne tout en essayant d'aller chercher le trophée. Mais vraiment, il y a de belles choses à suivre avec ces dames de l'équipe nationale féminine. Hein, avec Mamoussé Cissé qui les encadre plutôt bien. Ça permet aussi de saluer Seini, les pionnières qui ont démarré justement quand on parle de foot féminin ici. Très bien. Madame Badiane, vous suivez un peu le foot féminin ? Pas trop. Pas trop. Vous êtes un peu comme moi. Toumani, foot féminin. Malheureusement. Il faut regarder. Je ne regarde pas. C'est passionnant. Allez regarder le championnat à Ziguinchor. Je me plaisais le matin à 8, les matchs démarrent à 8h. D'aller suivre les matchs de championnat, mais c'est du très haut niveau. Oui. En championnat, il y a de très bons matchs qui sont disputés. Les matchs démarrent à 8h, donc ça explique pourquoi il n'y a pas assez de public pour pouvoir suivre ces matchs-là. Mais je pense que revoir le calendrier, faire jouer ces joueuses-là en levée de rideau lors des matchs de championnat permettrait à ces joueuses-là d'être plus connues par le public sénégalais. Absolument. Très bien. Et ce sera ce mardi à quelle heure ? Oui, ce sera mardi à partir de 17h. En principe, on a déjà la qualification en poche. C'est un match à huis clos. C'est ça. Donc, avec déjà, un match à huis clos avec l'Égypte. Avec l'Égypte, vous menez par 4-0. Un match aller, donc il faudra marquer un seul but pour pouvoir Et puis c'est bon. Voilà. Ouais. Même le match nul nous permet de nous qualifier. Il faudra à l'Égypte 5-0 pour pouvoir se qualifier. Donc, on a déjà fait 75% du boulot pour pour la qualification. En principe, ça passe. En tout cas, nous souhaitons bonne chance à nos Lyonnes. Le match sera diffusé sur les antennes sur la plateforme de la Fédération sénégalaise de football. Très bien. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va continuer avec le mondial U17. L'Allemagne, championne du monde pour la première fois. Sarah doit être contente. Hein. Oui, tout à fait. L'Allemagne qui jouait face à la France. L'Allemagne qui jouait face à la France. Et l'Allemagne donc, a battu la France par 5 tirs au but à 4 après un nul 2 buts partout à la fin des 90 minutes au terme d'un match
à rebondissement. Le résumé avec Ibrahim Mbop. Que d'émotion, hein, cette finale, que d'émotion. Ouais, Almoguera Kabar, le joueur du Borussia Dortmund. Ouais. Va te donner la coupe, cette coupe du monde pour la première fois aux Allemands. Ouais. C'est parti, c'est frappé fort. L'Allemagne est championne du monde. Et si Gary Lineker avait raison, le football est un sport qui se joue à 11 contre 11 et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Ce samedi, l'Allemagne a décroché sa première étoile en Coupe du Monde des moins de 17 ans, 6 mois après un titre de champion d'Europe, devant le même adversaire. La Mannschaft a fait une entame de match idéale et obtient un penalty à la 24e minute. Une faute d'Aymen Sadi sur Bilal Yalcinkaya, un penalty transformé par Paris Brunner, contre-pied parfait. Les Allemands sont plus flamboyants et auraient pu faire le break avec Max Morstedt, mais en face, Paul Arnier sort le grand jeu. Dans le temps additionnel de la première période, l'attaquant allemand tombe dans la surface, pas de penalty selon la VAR. Le dernier rempart français s'en tire à bon compte. 5 minutes après la mi-temps, Arnier s'incline cette fois-ci face à Noé Darvic. Une joie de courte durée avec la réduction du score signé Boisbré sur un exploit individuel. Un but qui remet la France dans le sens de la marche. À la 69e minute, Winners Ozawe prend un deuxième carton jaune et laisse ses partenaires à 10. Une supériorité numérique qui permet aux Bleus d'égaliser à la 85e minute après une énorme différence de Tidiane Gomis sur le côté droit. Il sert un caviar à Amougou. La France égalise et revient de très loin. Fini les 90 minutes, place au tir au but. Les Français ratent 3 pénaltys. Les Allemands en manquent 2, mais sont plus adroits. Ils l'emportent 4-3. L'Allemagne est championne du monde. Paris Brunner est élu meilleur joueur de la Coupe du Monde U17. Paul Arnier, meilleur gardien. Augustin Roberto est le meilleur buteur avec 8 réalisations. L'Afrique monte sur le podium grâce au Mali, classé 3e. L'Allemagne, elle, savoure son bonheur de championne du monde. À l'occasion de la Coupe du Monde des moins de 17 ans, Indonésie 2023. C'était un match intéressant, oui, France, justement, Allemagne. Oui. Alors, on a pu voir quand même le gardien français qui a fait un match extraordinaire. Oui, un tournoi extraordinaire. Oui, un tournoi. Depuis le début du tournoi, il a encaissé 4 buts. Hein. Il a été élu donc meilleur gardien de cette compétition. Il a été excellent durant tout le tournoi. Et puis en finale, il a porté cette équipe française malgré les tirs ratés de ses 2 coéquipiers qui a permis à l'Allemagne d'être sacrée championne du monde. Mais c'est Paul Arnier, c'est l'un des meilleurs gardiens de ce tournoi. Il faut donc le féliciter pour ça. Et puis saluer également la 3e place malienne. C'est ça, le Mali, voilà, on voyait le Mali aller en finale. Mais les aléas du football, match perdu face à la France après avoir mené par 1-0. Donc il faut se dire aujourd'hui que cette équipe malienne mérite largement cette 3e place, même si elle aurait voulu disputer la finale. C'est ça. Les Maliens ont pris un carton rouge et puis dans les discussions, dans l'émotion, les joueurs sont sortis du match, comme on dit. Ils prennent un 2e but qui les élimine. Bon, la France, est-ce que je vais le dire encore? Oui, ils auraient dû être disqualifiés. Ça, c'est sûr. Depuis fort longtemps, la FIFA aurait dû disqualifier cette équipe de France qui finalement se retrouve en finale face à l'Allemagne. Belle finale, les séances de tir au but. Beaucoup d'émotions parce qu'il y a eu des ratés d'un côté comme de l'autre. Chacun avait sa chance. Mais ce qu'il faut retenir, je pense aussi, c'est que la sélection A d'Allemagne ne fait pas grand-chose en ce moment, mais la Mannschaft U17 nous montre qu'il y a de la qualité qui arrive. Ils travaillent beaucoup au niveau des petites catégories. Cette équipe-là, il faut l'attendre à un autre niveau. Tout à fait. Déjà, c'est comme ça. Quand on veut assurer la relève, comme le fait le Sénégal, il faudra déjà travailler dans la petite catégorie, permettre à ces jeunes joueurs-là de connaître la compétition, de jouer, d'avoir ces émotions-là. C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai remporté un trophée en 17, je vais le faire en U20, en U23 et puis en sélection A. Donc ça permet de booster les autres. Et vous avez vu la CAN remportée par les Lions du Sénégal, par l'équipe A. Ça a permis aux jeunes joueurs aussi de se dire, nous aussi, nous allons remporter des trophées pour permettre au Sénégal de glaner d'autres coupes. Et ce qui est arrivé. Donc il faudra
maintenir cette cadence-là, permettre à ces jeunes joueurs-là de pouvoir évoluer en U17, en U20, en U23, et puis demain de jouer en équipe nationale A. Bravo aux Maliens. Avec Lamine Camara, qui a déjà été convoqué à 2 reprises en équipe nationale. Oui. Et puis, vraiment, c'est une excellente chose. Exactement, et Sarah le disait. Oui, bravo aux Maliens, parce qu'ils arrivent 3e, ils battent l'Argentine. Magnifique match également, 3-0. Et il faut voir les buts qu'ils mettent. Franchement, c'était une magnifique petite finale. Ils ont éteint l'Argentine. Oui. Cette équipe-là aussi, il faut l'attendre. Le Mali aussi travaille au niveau des petites catégories plutôt bien. Le Mali, la Guinée, ce sont des équipes qui travaillent beaucoup. Absolument. Et que de regrets pour le Sénégal. Encore beaucoup de regrets. Oui. Beaucoup de regrets. Le Mali, finalement, qui a bien représenté l'Afrique à ce mondial de U17. Oui. Alors, champion du monde. 3e. L'Allemagne, 2e place, la France, 3e place, le Mali. Alors, on va continuer avec... Oui. Je sais que durant longtemps, elle a... Non, mais elle était affectée. On n'a pas vraiment le temps, mais je veux dire, cette équipe aurait dû être disqualifiée. C'est ça. C'est ça les textes. C'est-à-dire qu'ils alignent un joueur qui nous respecte... Enfin, qui a joué en équipe nationale du Niger et qui a joué à la CAN U17, remportée par le Sénégal, et qu'on sélectionne ensuite pour jouer le mondial avec la France. Les textes sont clairs. Sans les papiers et autres à la FIFA. Finalement, ils ne le font plus jouer parce que les gens ont porté plainte, ils ont compris qu'ils ont fauté, mais on faute et on ne sanctionne pas. Je ne comprends pas. Le règlement qui dit, je ne sais pas si c'est avéré, mais le règlement qui dit qu'il faut porter réserve 5 jours avant le début de la compétition, mais quand l'équipe adverse comprend que tu as porté réserve, ils enlèvent le joueur, ils ne vont pas le faire jouer. Donc, si c'était une autre nation, est-ce qu'elle serait une nation africaine? Oui, ça aurait été différent. Est-ce que la FIFA ne se serait pas autosaisie en nous éliminant carrément? Pas en nous disqualifiant, en nous éliminant carrément. Quand on vous disqualifie, c'est l'autre équipe qui va jouer. Si c'était la France qui était disqualifiée, c'est l'Ouzbékistan qui allait jouer la demi-finale. Mais la France n'a pas été disqualifiée ni éliminée, donc elle est partie jouer la finale. Mais l'Allemagne l'a éliminée en finale. Et a pris la seconde place du podium. Alors, on va continuer, évoluer sur ton conducteur avec justement du football local. Tu nous parles de la 6e journée de Ligue 1. Avec les résultats de cette 6e journée, Dakar Sacré-Cœur et le Stade de Mbour ont fait match nul, 0 but partout. Le Jaraaf qui domine Génération Foot 3-0. Djambar qui a été battu par Tenguet Football Club 2-0. Et puis la Linguère de Saint-Louis qui bat l'Union Sportive de Ouakam 1-0. Guédiawaye FC Diamono de Fatick 2 buts partout. US Corée AS Pikine 1 but partout. Et puis la Sonacos qui domine le Casa Sport 1-0. À chaque fois que tu nous parles de Ligue 1, je pense à la Linguère, justement d'Aline Badarakan. Il a jubilé hier. Il a jubilé hier. Gagné 1-0 face à US Ouakam. US Ouakam, ce n'était pas facile, mais la Linguère au niveau du stade Mawade Wade de Saint-Louis, on se dit que c'est son entre. Il y a une forte mobilisation des Saint-Louisiens qui viennent soutenir la Linguère de Saint-Louis. Et puis à chaque fois qu'une équipe se déplace pour venir là-bas, ce soit match nul, bien vous perdez face à la Linguère. Et ça, c'est important. Très bien. Et autre problème, c'est parler de l'autre équipe d'Aline Badara, le Casa Sport. Oui, c'est vrai. Qui est bon dernier. Je l'ai pas. Qui est... Oui, ils sont derniers. Oui, parce que je ne l'ai pas trop senti. Ils sont derniers depuis le début. Ça ne va pas du côté du Casa Sport. Ils ont perdu beaucoup de joueurs. Beaucoup de cadres aussi sont partis. Aujourd'hui, ils ont de jeunes joueurs, des juniors qui ont été appelés en équipe première. Et puis des joueurs recrutés surtout en Gambie. Aujourd'hui, avant que la mayonnaise ne prenne forme, ça va être très difficile. Il faut se réveiller, sinon c'est la relégation. Surtout. C'est la relégation en Ligue 2. 2 points, ça va être très difficile. Retrouver le Casa Sport qui, il y a 2 ans, a remporté et le championnat et la Coupe du Sénégal. Aujourd'hui, cette équipe 14e au classement. Son bon dernier. Son bon dernier, ça va être très difficile pour le Casa Sport de se réveiller et puis de prendre des points. Surtout que l'équipe ne reçoit pas à Ziguinchor. D'accord. Le stade l'Université Diatta est en réflexion. L'équipe se déplace au niveau de Kolda pour recevoir ces matchs-là. Et puis, à chaque fois que le Casa joue, il faut se dire que le Casa se déplace et à l'extérieur, joue à Kolda et puis reçoit à Kolda pour disputer ces matchs. Et puis vient à Dakar, à Thiès, à Saint-Louis pour jouer aussi d'autres matchs. Ça se comprend un peu, ils ont perdu quelques joueurs, mais bon, on en parlera. Beaucoup. Tu continues avec justement la 2e ligue.
Oui, la Ligue 2. Oui, tout à fait, avec les résultats. Oslo FA qui a battu Demba Diop de Mbour, 1-0. Le Seneps et le Ndiambour de Louga ont fait match nul, 1 partout. Et en Italie et Amitié FC, même score, 1 partout. Kermajor qui a été battu à domicile par HLM sur le score de 3-2. Renaissance Sportive de Yoff qui domine le Dakar University Club, 1-0. Agel de Rufisque qui gagne face à l'AS Douane, 2-1. Et Thiès FC dans le derby Thiessois. Thiès FC face à Walidan de Thiès, 1 partout. Football toujours, phase nationale, sport scolaire, l'Académie de Dakar sacrée. Une belle compétition qui a vu la victoire de l'Académie de Dakar sur l'Académie de Rufisque sur le score de 2-0. Et chez les filles, l'Académie fédérale a battu l'Académie de Dakar sur le score de 4-0. Un bilan satisfaisant est tiré au sortir de cette compétition. Voici Aya Baldé de la Fédération sénégalaise de football et Moussa Dia, chargé du sport scolaire au ministère de l'Éducation nationale. C'est un moment de satisfaction à l'endroit surtout de la Fédération sénégalaise de football parce que depuis 2015, nous avons procédé à la relance du sport scolaire au niveau de toutes les académies du Sénégal. Et nous organisons régulièrement des finales académiques du sport scolaire dans toutes les disciplines sportives. Mais c'est la première fois qu'on réussit à regrouper les champions des académies pour une compétition nationale. Et cette opportunité nous a été offerte par la Fédération sénégalaise de football dans le cadre d'un partenariat que nous avons avec elle pour notamment le championnat scolaire africain qui a été initié par la CAF et dont c'est la 2e édition. C'est d'autant plus satisfaisant pour nous que depuis la relance, nous ne parvenons pas à organiser une compétition au niveau national. Et la collaboration avec la fédération nous a permis, au-delà de cette compétition, d'avoir un nouveau programme avec la FIFA qu'on appelle programme FIFA Football for School, qui est un programme qui nous permet d'enseigner des compétences de vie à nos enfants, mais à travers le football. Ça a été vraiment une réussite pour la Fédération sénégalaise de football, mais aussi pour le ministère de l'Éducation, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en partenariat depuis 3 ans pour organiser la phase nationale, mais aussi accompagner l'équipe championne ou bien les équipes championnes en garçons comme en filles au niveau de la phase d'abord ouest africaine au niveau de l'UFOA. Et nous prions aussi que nos représentants au niveau de l'UFOA soient les champions pour aller représenter la zone ouest africaine au niveau de la phase finale qui sera organisée par la CAF, c'est-à-dire le championnat africain scolaire. On peut dire que c'est un mariage quand même formidable. Aujourd'hui, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Nous, au niveau de la Fédération sénégalaise de football, le championnat scolaire nous permet de faire de la détection, prendre les meilleurs, les orienter soit dans nos clubs, dans nos académies fédérales, ou bien les intégrer directement au niveau de nos équipes nationales de jeunes, que ça soit en filles comme chez les garçons. Donc, mais aussi, derrière, il y a la fédération quand même qui accompagne le ministère pour organiser la phase finale, mais aussi pour amener les scolaires au niveau africain. Très bien, c'est de bonnes nouvelles qu'on a eues ce matin. Alors, c'est aussi de bonnes nouvelles, Sarah, par rapport à ces nouveaux talents qu'on peut détecter au niveau des écoles. Tout simplement, c'est ça. On prépare déjà, disons, la suite, parce que c'est au niveau des championnats scolaires, et on a longtemps plaidé sur ce plateau pour que ça puisse revenir. C'est au niveau de ces championnats scolaires qu'on arrive à détecter très jeunes ces talents. Moi, ce qui me plaît, c'est que c'est autant chez les garçons que chez les filles. Tout à fait. Donc, le Sénégal est sur une bonne lancée. La fédération travaille avec le ministère de l'Éducation nationale. Dites-vous que d'ici les années qui viennent, les 10 prochaines années, on va encore remporter beaucoup de trophées, parce qu'on détecte déjà les talents maintenant. Voilà, il faut se dire aussi que l'équipe de Dakar qui a remporté, l'Académie de Dakar qui a remporté le trophée chez les garçons, et puis l'Académie fédérale chez les filles, donc vont représenter le Sénégal au tournoi de la CAF, tournoi scolaire. La Confédération africaine de football, d'où l'importance de ce genre de tournoi pour pouvoir détecter les talents et puis permettre au Sénégal de participer à ces Jeux. Et de mettre en place une équipe tout à fait compétitive pour représenter dignement le Sénégal. On va parler d'une toute autre discipline, le handball. Alors, le Sénégal qui a été battu par la Suède. Les Lions du Sénégal, pour leur 2e sortie, ont été battus
par le pays hôte, la Suède, par 26-18. Un match nul et une défaite. C'est actuellement le bilan pour l'équipe du Sénégal qui doit rencontrer la Chine ce mardi à 17h pour son troisième match de poule. Dans l'autre match du groupe, la Croatie a donc battu la Chine par 39-13. Donc il faut se dire que le Sénégal doit donc réagir lors de ce troisième match de poule contre la Chine pour pouvoir espérer une qualification au prochain tour. Il faut qu'on gagne, c'est ça. Oui. Ça va être un match difficile. Ouais, ça va être un match difficile. La Chine a perdu face à la Croatie. On aurait dû gagner le premier match. Bon, on fait match nul, c'est pas mal. On est dans une poule compliquée quand même. Très compliqué. Bon, bravo aux filles, elles se battent comme de vrais lions. Autant pour moi, on savait que c'était pas évident du tout. Mais il y avait de la place pour passer lors du premier match et gagner ça. Bon, on ne gagne pas, on fait match nul. Contre la Chine, ça va être compliqué. Hein. Tout à fait. Ça va être compliqué. Très compliqué. Très compliqué. Très bien. Toumani, handball. Alors, je ne suis pas, mais je pense qu'en 2019, on s'était bien battu. J'espère que cette année, on va faire mieux. Et en tout cas, on espère également un match qui sera difficile face à la Chine. On doit forcément gagner ce match pour pouvoir continuer, espérer continuer justement ce tournoi. Alors, on va finir avec cette mauvaise nouvelle. Le Sénégal a été, la RTS plutôt, a été battue. Quoique la RTS, c'est le Sénégal aussi quelque part, n'est-ce pas? On va d'abord parler des droits de diffusion de la CAN. La RTS donc, qui a acquis ces droits de diffusion de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, une très bonne nouvelle pour le public sénégalais, le public notre raison d'être, comme on a l'habitude de le dire, pour permettre à tous ces Sénégalais-là, au fin fond du Fouta, au fin fond de la Casamance, de jogger à Gouloumbou, de pouvoir suivre donc cette Coupe d'Afrique des Nations à travers les canaux de la télévision nationale. Oui. Aussi, je recadrais aussi par rapport à certains débats qui ont eu lieu par rapport à cette diffusion. C'est des droits terrestres qui permet justement de suivre les matchs au Sénégal. Donc ce serait géobloqué au Sénégal. C'est également des droits digitaux qu'on peut suivre sur les plateformes digitales au Sénégal. Donc on a eu beaucoup de commentaires. Beaucoup de messages également. À chaque fois qu'il y a une compétition, c'est comme ça. À l'extérieur et puis ça se comprend. C'est les mêmes questions qui reviennent. Voilà, ce sont des droits qui nous permettent de diffuser les matchs au niveau du territoire sénégalais. C'est ça, effectivement. C'est ce que les gens doivent comprendre. Ces personnes, ces Sénégalais qui sont dans la diaspora, ces pays-là ont acheté des droits et pourront suivre la Coupe d'Afrique des Nations dans ces pays respectifs. Alors, bon, ça a fait quelques... Non, ça fait toujours débat. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un match de l'équipe nationale de foot, une compétition internationale, les gens nous écrivent, les gens se plaignent. Il y en a qui nous insultent, mais qui ne comprennent pas que ce sont des droits terrestres. Les pays où vous vivez, en principe, si c'est en Afrique, si les pays jouent la CAN, normalement, il y a une chaîne de télé là-bas qui a aussi acheté les droits, j'imagine. Donc, vous pouvez suivre ces matchs-là sur ces chaînes de télévision. Maintenant, bon, il faut essayer de comprendre que c'est des gens ils peuvent tout le temps critiquer et parler, mais ils aiment aussi regarder les matchs au niveau de la télévision nationale. Hein. C'est vrai. Ça se comprend. Même sur les plateformes digitales, on attend plus de 90 000 internautes qui regardent justement les matchs sur nos différentes plateformes. Alors, on va parler d'Expresso qui est passé. Le meilleur pour la fin. Oui. Qui nous a battu samedi sur le score d'1-0. Expresso, oui. Au terme d'un match qui a tenu toutes ces promesses. Donc, on va dire qu'Expresso a été notre bête noire durant ce tournoi. 2 défaites face à Expresso. Ils nous ont battus en match de poule et ils nous ont battus en finale. Et nous avons disputé donc 3 matchs ce samedi. En quart de finale, la RTS a battu Promobile par 2-1. En demi-finale, victoire de la RTS sur la Sonatel par 3-0, 1 but partout à la fin. Et en finale, on a perdu par 1-0. Mais il faut dire aujourd'hui que l'objectif a été atteint. C'était déjà de retrouver l'équipe de la RTS qu'on a toujours connue, de nous permettre de nous retrouver pour mettre en place une équipe compétitive pour les échéances à venir. Et on a d'autres matchs, 4 matchs qui nous attendent. Donc l'objectif n'a pas été atteint. Vous avez rien gagné. On vous bat en match de poule et on vous bat encore en finale. La même équipe. Ça ne doit pas se produire 2 fois dans le même tournoi. L'objectif a été atteint parce que ça nous a permis d'avoir une équipe compétitive. Un objectif dans une compétition. Perdez la finale à 0. C'est ça. Face à Expresso. Nous, 1-0, ça fait mal. On travaille du lundi au dimanche. Expresso, ces gars-là, ils ne sont pas
à un travailleur d'Expresso, il vous dit qu'il vend du crédit. Donc ça a été difficile. Un joueur qui se met au milieu de terrain et qui frappe au but, comme ça, tu te dis que ça, c'est pas un joueur qui vend du crédit du lundi au dimanche. Ils ont acheté des joueurs? Ils ont fait venir des professionnels. En tout cas, eux aussi, saluer, féliciter et remercier Seynindir qui nous a habillés durant ce tournoi avec ces jolis maillots. Et puis El Hadj Diouf, Koli, qui était là pour parler à ces jours-là. Bravo. Ils nous ont permis d'aller jusqu'en finale. C'était très difficile. C'était qui votre coach? Il y avait Koli, il y avait El Hadj Diouf aussi. C'est bien. Il y a même El Hadj Thierno Dramé avait fait le déplacement. Il n'a pas joué. C'est que notre desk sport ne joue pas. C'est ça qui est juste. Je suis surprise. Non, mais d'accord, oui, toi tu joues. Mais à part toi, qui d'autre? Thierno ne joue pas. Bouk ne joue pas, Sadio ne joue pas. Je suis le représentant. Sadio, il est blessé. Ah oui, d'accord. Sadio, il est blessé depuis le premier match. Thierno Diallo joue par contre, Diallo, de temps en temps. Gardien, mais il ne vient jamais. Ah bah voilà. Lui, c'est Buffon. Solo, il joue à quel poste? Solo, il joue au poste latéral. Il a joué un très bon match. Solo, il a joué un bon match? Un bon match lors des matchs. Solo et Alassane qui sont infographes. Alassane joue aussi? Oui. Ah oui? Un excellent, c'est Zidane. Alassane, lui, c'est Zidane. Ah bah voilà. D'accord. Il y a de très bons joueurs. C'est votre numéro 9? Bon courage et merci. On a un match contre Dalal Jam que l'on prépare. Faites-nous honneur, Inch'Allah, lors de ce match. Merci beaucoup pour ta belle chronique de ce matin. On va passer à la rubrique Invité Sarah juste après le jingle. On va parler. Oui, vas-y, Anta, excuse-moi. C'est les bonnes vieilles habitudes, vas-y. Je te laisse continuer, on va donner... Très bien, on va donner la parole tout simplement à notre invité maintenant sur un sujet qu'elle maîtrise beaucoup mieux. On ne parle plus de foot, on ne parle plus de sport, mais plutôt d'expertise comptable. Madame Ndjeme Pai Badiane, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation ce matin. Rappelez que vous êtes membre du bureau exécutif de l'ONECA, l'Ordre national des experts comptables et comptables agréés du Sénégal. D'abord, une petite précision. On confond souvent l'expert comptable avec l'expert fiscal. C'est pas tout à fait la même chose, même si un bon expert comptable doit quand même maîtriser la fiscalité, n'est-ce pas? Oui, merci beaucoup déjà. Merci Sarah pour cette invitation. Merci à tous ceux qui sont sur ce plateau-là. On est en train de confondre, mais quand on va dans la réalité des entreprises, on fait la différence. Un expert comptable est différent d'un expert fiscal. Quand on parle d'un expert comptable, souvent chez nous, aujourd'hui, on est en train de dire que c'est une personne, une entreprise qui est dans l'entité, qui est au cœur du dispositif de l'entreprise, qui accompagne l'entreprise du début, comme on dit, de la conception de l'entreprise. Parce que quand on dit conception de l'entreprise, c'est vous avez un projet en tant qu'entrepreneur, vous venez voir votre expert comptable, il va vous conseiller pour une bonne typologie ou une activité ou un type d'entreprise qui correspond à votre activité. Donc vous êtes en amont, avant même la création de l'entreprise. À la création de l'entreprise. Une fois que ce choix a été fait, on vous accompagne jusqu'au développement, avec effectivement aussi une assistance pour le respect de la réglementation. Parce que quand on dit expert comptable, c'est là qu'on a aujourd'hui le respect de la réglementation qui intervient également. Mais également, on est là dans le dispositif de l'entreprise pour regarder, pour la surveillance, mais également pour le permettre de se développer. Développer comment? Quand l'entreprise a besoin de se développer, de passer à un moment où, aujourd'hui, il devient, par exemple, un champion national ou un champion international, nous sommes experts comptables, nous l'accompagnons. Nous l'accompagnons en donnant les meilleures stratégies, en lui donnant la possibilité de s'ouvrir sur le marché international, mais également en faisant généralement une surveillance de sa stratégie. Donc tout ça, c'est l'expert comptable aujourd'hui qui permet de le faire. Vous êtes expert comptable, mais à côté des experts comptables, il y a aussi les comptables agréés. Voilà. C'est un diplôme supplémentaire qu'on passe, c'est ça? Voilà. L'expertise comptable, comme on dit, c'est différent. Quand on est expert comptable, ça veut dire qu'on a fini le cursus de l'expertise comptable. Donc on a fini le cursus. Alors quand on est comptable agréé, ça veut dire qu'on n'est pas allé jusqu'à l'expertise comptable. L'expertise comptable, quand on le voit, je vais parler de l'expertise de l'Ouest de l'UEMOA, qui est le DICOFI aujourd'hui, c'est un bac plus 8. Donc, vous avez fait votre diplôme bac plus 5, vous faites 3 ans de stage, dont 2 obligatoirement dans un cabinet d'expertise comptable, et vous passez votre diplôme d'expertise. Et là, maintenant, vous avez ce qu'on appelle la signature d'un expert comptable, qui vous permet aujourd'hui
dans notre système économique de pouvoir viser les états financiers. Ce qu'on appelle viser les états financiers, ça veut dire que quand vous avez votre bilan, votre compte de résultat annuel, vous ne pouvez pas le déposer auprès de l'administration comptable sans le visa de l'expert comptable. Vous voyez, donc c'est ça la différence, alors que le comptable agréé, par exemple, ne fait pas des missions de commissariat au compte. Les missions de commissariat au compte, c'est des missions de surveillance, c'est des missions de contrôle de la société. Ça fait une différence fondamentale entre le comptable agréé, mais également l'expert comptable. Et l'expert fiscal, il agit, on va dire, sur la partie réglementaire fiscale et sur la partie, aujourd'hui, conseil en fiscalité. C'est différent de l'expert comptable qui agit à tous les niveaux, à toutes les étapes de l'entreprise, jusqu'à la transformation, jusqu'à la liquidation de la société, si nécessaire. L'expert comptable est là. Donc, on est vraiment présent, on va dire, de la conception jusqu'à la fin, ce qu'on ne souhaite pas, ou une fin heureuse, parce que dans les fins, on a les transmissions de société pour éviter qu'une disparition, on va dire, de la société. Quelles sont les missions, justement, de l'ONECA? Parce qu'au Sénégal, vous êtes organisé en ordre. Oui, on est organisé en ordre. Donc, c'est une association à caractère public professionnel, donc qui est composée des experts comptables et des comptables agréés. Nous avons fondamentalement 4 missions. Les missions qui sont regroupées autour de la surveillance de la profession, aux surveillances, à la défense de nos membres. Quand on parle de défense, c'est défense de l'honneur, mais également quand on regarde l'indépendance de nos professionnels. On a notre mission qui est de veiller au respect de la déontologie, parce que nous avons un métier qui est normé. Un expert comptable ne peut pas se permettre de faire ce qu'il veut dans une entreprise. Notre métier est normé, donc on est obligé de respecter ces règles, on est obligé de regarder ce qu'on appelle certaines diligences pour pouvoir faire certaines missions et sortir ce qu'on appelle nos rapports. Parce que nos rapports, à travers les états financiers, c'est-à-dire les bilans des sociétés, à travers les rapports de commissaire aux comptes, servent à avoir les informations financières qui sont agrégées au niveau national, au niveau international. Donc c'est un moment très important chez nous. Si vous vous permettez de faire un travail qui n'arrive pas ou n'aboutit pas à avoir des informations correctes, vous biaisez l'information financière, que ce soit nationale, que ce soit internationale. Donc, raison pour laquelle notre métier est très normé, mais également il est surveillé. Et ça, c'est l'ordre qui le fait. C'est ça, donc c'est, disons, un organe de contrôle finalement par rapport à tout ce qui se fait au niveau des experts comptables et des comptables agréés. Une question par rapport au comptable au sein de l'entreprise, quel est son rôle concrètement? Aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes qui créent des entreprises et qui gèrent leur entreprise tout seuls et qui ne font pas forcément appel à des comptables. Oui, le comptable, il est déjà là pour une société à pouvoir, on va dire, transformer toutes les opérations, toutes les transactions en chiffres. Toute opération, toute transaction, normalement, doit être tracée dans les livres de la société. D'accord. Ça, c'est le comptable qui est obligé de le faire. Parce qu'à la fin d'une étape, d'une année ou d'une période définie, l'entreprise doit pouvoir faire une réduction de ses comptes. Dire exactement comment s'est passée mon année, qu'est-ce que j'ai fait comme opération, qu'est-ce que ça m'a coûté, et quel est le résultat? Et ça, c'est le travail du comptable qui va pouvoir le faire. Et derrière, il y a l'expert comptable qui va venir viser les travaux, le résultat qui a été préparé par le comptable interne. Aujourd'hui, le comptable en interne ne doit pas viser les états financiers, sauf pour les entités qui sont de taille moyenne, les PME, qui ne sont pas encore dans le champ d'application de ce qu'on appelle le visa des états financiers. Et ça va venir bientôt. Parce que ce visa, aujourd'hui, permet d'assurer une information financière, on va dire, juste proche de la réalité, et qui, aujourd'hui, permet de dire que voici les chiffres de la société, et on peut se baser sur ces chiffres-là pour prendre des décisions. Parce que la comptabilité sert à prendre des décisions. Voilà. Ce n'est pas une obligation? C'est une obligation. Pour chaque entreprise, c'est une obligation d'avoir... En principe, oui. Quelle que soit la taille de la société. D'accord. Quelle que soit la taille de la société, vous avez l'obligation de tenir une comptabilité régulière. Et quand on dit une comptabilité régulière, ça veut dire qu'il y a des normes comptables. Au Sénégal, comme en Afrique, dans les pays de l'Afrique de l'OHADA, vous avez aujourd'hui le système comptable OHADA. Et même aujourd'hui, la législation est en train d'évoluer parce que même les entités à but lucratif, telles que les associations, les ONG, ont maintenant une obligation. Ils avaient une obligation, mais ils n'avaient pas de plan comptable. Et il y avait, on va dire, un peu de problème en se disant est-ce qu'on est régi, est-ce qu'on n'est pas régi, est-ce qu'on a une obligation. Aujourd'hui,
Et surtout à partir du 1er janvier 2024, on va dire aucune entité, qu'elle soit lucrative ou non lucrative, ne pourra se constituer sans tenir une comptabilité régulière. C'est important pour les missions de contrôle également, pour savoir où va l'argent, ce qu'on fait de l'argent, qui donne de l'argent, d'où vient cet argent aussi, tout ça. La comptabilité permet de situer tout ça. On va parler maintenant du programme d'amélioration des compétences de base en comptabilité, gestion financière que vous avez initié avec évidemment des partenaires. Quel est l'objectif justement de ce nouveau programme? L'objectif, on va dire, il va être très très simple. C'est lutter contre la non-employabilité des jeunes diplômés. C'est l'objectif fondamental de ce programme. Avec des études qui ont été réalisées par la Banque mondiale, il a été ressorti qu'on a des lacunes à corriger. C'est des études qui ont été menées sur les études de niveau Bac plus 3, mais également sur l'employabilité des jeunes diplômés de ce cursus. En comptabilité et gestion financière. En comptabilité et gestion financière, bien sûr. Donc, ce qui a été ressorti de ces études-là, c'est qu'on a aujourd'hui un système éducatif ou universitaire qui reste théorique pour ce niveau-là. On a des cursus qui ne sont pas mis à jour pour s'adapter à la réalité de l'environnement financier et comptable. Mais également, on a des entreprises qui ont du mal à trouver des diplômés qui ont des compétences pratiques. Et tout ça fait qu'on a un problème d'insertion de ces jeunes diplômés. On a un problème d'employabilité. On se dit qu'il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de formations qui sont là, mais ils sortent, ils sont en chômage. Oui, ils ont les diplômes, ils ont pas les les compétences. Mais ils n'ont pas les compétences. Alors que dans des entreprises, on a besoin des compétences. Surtout dans nos entreprises qui sont des PME, les TPE, qui sont constituées aujourd'hui, qui constituent plus de 95% de notre tissu économique. C'est ça. Vous prenez un entrepreneur qui est en train aujourd'hui de travailler sur, par exemple, le noix d'acajou. Mais ce qui l'intéresse, lui, c'est de développer son activité. Ce qui l'intéresse dans un premier temps, c'est de pouvoir trouver son marché. Il ne va pas faire la comptabilité, mais il a besoin d'un assistant comptable. Mais quelqu'un qui est capable, dès son premier jour, de pouvoir lui tenir les comptes, de pouvoir lui rendre des informations financières, mais que lui-même ne peut pas superviser parce que ce n'est pas son métier. Et c'est ça qui manque dans le marché aujourd'hui. Et justement, dans le cadre de ce programme, vous lancez le certificat pratique professionnelle en comptabilité finance, c'est bien ça. Oui. Quels sont les avantages de cette nouvelle formation? Les avantages, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est remédier aujourd'hui à ces lacunes-là. Ces avantages, c'est que ces jeunes diplômés qui sortent avec un bac plus 3, qui n'avaient pas la possibilité de faire de la pratique, ce certificat va leur donner la possibilité de faire cette pratique pendant 6 mois d'affilée dans des entités où on a des départements de gestion, des départements de comptabilité, mais plutôt aussi et également dans les cabinets d'expertise comptable. Donc en réalité, ce n'est pas juste des cours théoriques. Non. Ce certificat, c'est de la pratique en société. C'est très loin de la théorie. Parce que ce certificat, comme on le voit, on va le présenter tout à l'heure, il est composé de 1480 heures, à peu près 9 mois. Et quand on dit 9 mois et 6 mois de pratique, vous voyez déjà le rapport. Donc, et la théorie sur cette formation-là, ce n'est pas de la théorie en tant que telle. C'est de la théorie qui est, on va dire, rattachée ou qui se rapproche de la réalité. Donc, ce n'est pas de la théorie sur des livres, c'est de la théorie appliquée à la pratique. Et quand vous voyez tel que c'est développé aujourd'hui, c'est sur cette formation, des supports pédagogiques ont été préparés avec le financement de la Banque mondiale pour permettre à ce que ces supports-là se basent sur la réalité des entreprises, mais également que ces diplômés puissent intégrer automatiquement des entreprises. Mais c'est une formation qui est dédiée à des experts comptables et des comptables agréés, c'est-à-dire des gens qui ont déjà la base, un diplôme en comptabilité. Non, c'est dédié à des BTS. Les jeunes qui ont des niveaux BTS, c'est-à-dire les bacs plus 2. Peu importe la filière? La filière comptabilité et gestion financière. D'accord. Voilà, on précise, c'est un certificat en pratique professionnelle, en comptabilité et en finance. Donc c'est des BTS en comptabilité et gestion financière, c'est des diplômés en licence en comptabilité et gestion financière qui peuvent accéder à cette formation. Des professionnels aussi? Des professionnels également. Mais comme on dit, on a un objectif. L'objectif, il est de lutter contre l'emploi. Des professionnels qui sont déjà en poste, ça va être un plus, effectivement. Mais aujourd'hui, on a un besoin d'absorber
c'est ce chômage aujourd'hui qui est endémique et sur lequel il faudrait qu'on agisse. Et là, l'Ordre national des experts comptables a décidé de prendre cette activité-là, de prendre cette formation-là parmi aujourd'hui ces objectifs, parmi donc aujourd'hui ces moyens de lutte contre ce chômage-là des jeunes. Les étudiants après vont être placés en entreprise. Voilà. Donc durant déjà les 6 mois, ils vont être dans des entreprises ou dans des cabinets d'expertise comptable. On les forme au métier de base de la comptabilité. Je prends par exemple un jeune diplômé. Je lui demande de venir faire cette formation. Ce qu'on va faire, c'est en même temps qu'on fait la formation pratique, on fait une mise à jour. Ce qu'on a évité, on fait une mise à jour, on va dire, des théories. Parce que la formation reste théorique, mais la formation, elle est bonne au Sénégal, qu'on se dise la réalité. La formation, elle est très bonne sur le fond, mais en matière de pratique, on a beaucoup de lacunes. Et ces lacunes-là qu'on corrige, on le met en entreprise, et cette entreprise-là qui se charge de le former. Et même pour assurer que cette pratique-là, elle est correcte et elle est réelle, on a un programme. Ce programme-là est normalement partagé avec l'entreprise pour permettre d'avoir quand même déjà une harmonisation des formations d'une entité à une autre. J'avais une dernière question, Anta. C'est important, les conditions justement pour pouvoir accéder à cette formation, parce que ça a un coût. Oui. Donc, vous avez parlé du 3FPT, j'imagine que quelque part, ils vous accompagnent ou ils vont soutenir les jeunes. Non, bien sûr. Mais merci beaucoup déjà. Ce soutien-là, il est déjà au premier niveau avec le gouvernement autrichien qui a financé l'étude de ce projet, la rédaction du support pédagogique, mais également le soutien de l'ONECA aujourd'hui pour pouvoir mettre en place cette formation certifiante. Quand on a fini ce programme, quand on a évalué, on s'est dit qu'il y a un coût. Et ce coût-là, il peut être non accessible à tout le monde, et surtout à certaines couches de la population. Donc nous sommes partis voir le 3FPT dans sa continuité de sa mission, qui a adopté automatiquement le projet. Parce que le 3FPT aujourd'hui finance des études des jeunes diplômés. Et aujourd'hui, quand vous formez et que ne trouve pas un emploi, ça veut dire que vous n'avez pas encore réussi sa mission. Donc, dans la poursuite de cette mission, le 3FPT a adopté avec nous ce programme-là et finance à plus de 53% ce coût de la formation. Nous voulons également avoir d'autres partenaires parce que, comme on s'est dit, l'objectif, c'est de lutter contre ce chômage endémique. L'objectif, c'est de faire sorte que aujourd'hui, l'ONECA participe à garder aujourd'hui tous nos professionnels, à garder nos jeunes diplômés au lieu qu'ils prennent aujourd'hui la perruque, parce qu'on s'est dit en réunion la dernière fois, on a vu des jeunes diplômés en comptabilité qui sont en train de prendre la perruque parce qu'après 3 ans, 4 ans de formation, ils sont restés chez eux, ils n'ont pas de solution. Donc là aussi, c'est une participation de l'ONECA aujourd'hui à pouvoir amener, on va dire, voilà, une solution à tout cela. Et nous remercions les partenaires. Ça coûte 1,3 million en coût global. Donc sur les 9 mois. 53% supportés par le 3FPT. On dépose les dossiers où? On le dépose, voilà, et on a normalement une adresse Internet. Donc l'adresse va être diffusée sur tous les dépliants et également auprès de l'ordre des experts comptables et comptables agréés. Vous pouvez communiquer l'adresse, hein? Oui. L'adresse, je pense qu'on va vous le donner. On l'a déjà mis dans les dépliants. Oui, on l'a déjà mis dans les dépliants. Donc voilà, on a l'adresse, mais également on a les contacts donc, téléphoniques pour pouvoir accéder, avoir beaucoup plus d'informations. Et demain, nous lançons officiellement donc, le projet. C'est ça. Nous lançons le programme et l'objectif, c'est que nos premiers apprenants commencent leur formation à partir de janvier. Donc, on fera le lancement officiel le 5 au théâtre Daniel Serrano. Vous y êtes invités et nous invitons tous les partenaires. Et comme on le dit, l'objectif, c'est de faire adopter ce projet à tous. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Merci. Et notre second invité prendra votre place dans la seconde partie de ce magazine. Alors, on va passer... Non, j'allais juste demander. Il y a beaucoup de femmes dans l'ordre ou pas, expert comptable? Pas tellement. Pas tellement de femmes actuellement. Donc, et on est en train de travailler pour avoir la pépinière. Parce que, voilà. Il faut. Non. Au Sénégal, c'est 269 000 personnes qui intègrent le marché de l'emploi chaque année, dont 10% de la tranche d'âge de 15 à 24 ans. Une raison suffisante pour l'État de faire de l'emploi des jeunes une priorité. Ce contexte actuel du pays
nous a donné raison pour avoir mené depuis... dans l'exercice de leurs fonctions. En période de pré-campagne, de campagne et à l'heure de la proclamation des résultats. Les origines doivent être claires, les sources doivent être claires. Ici, la bonne source, c'est ce qui est affiché. Ensuite, on passe aux commissions départementales. C'est la même chose, c'est cette commission qui recense, qui reçoit tous les PV de tous les bureaux, qui fait les calculs, qui dit voici les résultats. Il a été instauré un système quantitatif de diffusion des temps de parole des candidats dans l'audiovisuel public durant toute la campagne électorale. Et le dispositif est constamment amélioré. Et justement, ce présent collège l'a encore amélioré, raffermi, fiabilisé en augmentant le contrôle des candidats sur les contenus de la déclaration. Les formateurs ont insisté sur les rôles et responsabilités des journalistes. Ils doivent être impartiaux et se baser sur les faits en relayant l'information. Les journalistes ont une position unique qui fait d'eux des cibles, car ils peuvent être utilisés pour influencer l'opinion publique en faveur de telle ou contre telle autre question. En ayant toujours à l'esprit l'équilibre, l'honnêteté. L'équilibre, l'honnêteté, j'insiste, parce que des fois on parle d'objectivité, mais moi je préfère parler d'honnêteté. Cette année, une innovation de taille. Le président du CNRA a associé les membres de la Convention des jeunes reporters à cette tournée nationale d'information et de sensibilisation des professionnels des médias. C'est dans le grand amphithéâtre de l'ENDSS, l'École nationale de développement sanitaire et social de Dakar, que se sont réunis les étudiants de première année en tronc commun. Sages-femmes et infirmiers en devenir, issus de plusieurs nationalités, elles sont jeunes et ont choisi ce métier par amour, un rêve de petite fille. J'ai choisi le métier sage-femme. Parce que je l'ai toujours aimé et j'ai toujours rêvé d'être gynéco ou sage-femme dans le but d'aider les femmes enceintes, participer à la réduction de la mortalité infantile et aussi à la mortalité des femmes lors de l'accouchement. Je suis venue ici pour suivre mes études supérieures comme la santé. J'ai choisi ce métier parce que pour moi, aider les femmes à accoucher, à être là, soulager la douleur. Pour moi, c'est un métier noble, même si c'est compliqué. Mais pour moi, c'est ça, aider les femmes comme moi à soulager la douleur. Je voulais être sage-femme parce que c'est un métier à cœur et tout. En plus, je voulais aider les femmes plus particulièrement. J'ai choisi ce métier parce que ça fait partie de notre charisme de la congrégation. C'est un métier très important et noble pour notre fondatrice. Raison pour laquelle vous voyez des sœurs dans les écoles et dans les postes de santé, les hôpitaux aussi. Donc à l'ENDSS, les sages-femmes sont formées pendant 3 ans et sortent avec une licence en sciences infirmières et obstétricales. Une formation stricte et rigoureuse pour ces jeunes filles à l'ENDSS, la première école au Sénégal qui forme des sages-femmes, car la vie de la mère et de l'enfant sont précieux. Elle travaille sur deux vies humaines, la vie de la femme et la vie de l'enfant. Donc, obligatoirement, elle doit avoir des compétences, des connaissances pour pouvoir prendre en charge ces 2 vies-là. Donc, en dehors des cours théoriques, la sage-femme, les formations se font aussi bien en salle de simulation. Donc, avant d'aller sur le terrain, la sage-femme doit être encadrée au niveau pratique, acquérir des compétences sur le niveau en situation simulée et ensuite aller en stage. 3 années de dur labeur pour ces sages-femmes en devenir qui doivent donner le meilleur d'elles. Être sage-femme, c'est un métier où l'erreur n'est pas permise. La formation, c'est du sérieux parce qu'on est informé, on est appelé à travailler sur des humains, des personnes. Raison pour laquelle c'est une formation qui est très importante dans la vie. Les cours sont trop chargés, on a un emploi du temps très chargé, des tonnes de leçons. Aussi, on est tout le temps ici, du lundi au vendredi, de 9h à 18h et le samedi de 9h à 13h. On a beaucoup, comme je l'ai si bien dit, l'information. Ce n'est pas facile, mais il faut consommer à fond. Oui, on a beaucoup de matières. Les cours, les profs, ça passe bien et tout. Les matières, c'est beaucoup, mais c'est bon, on tient. En fait, j'aime bien l'anatomie et les soins infirmiers aussi.
Malheureusement, nous assistons à l'ouverture de nombreuses écoles de formation privées, formant une pléthore de sages-femmes, et cela se fait sentir dans les structures de santé. Nos doléances, vraiment, c'est d'accompagner les nouvelles sages-femmes, surtout au niveau des écoles de formation, de les appuyer dans la formation. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent des sages-femmes, et c'est la formation aussi qui fait défaut. Les sages-femmes, des personnes incontournables dans la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale. La formation est importante, certes, mais l'humain, le comportement de la personne qui reçoit, est primordial. Ce n'est pas un petit être, c'est un être qui est en train, qui vient d'arriver et qui va grandir. Donc il faut l'accueillir avec tout l'accueil qu'on doit à l'humain. Il faut le respecter pour ce qu'il est, l'humain. Il faut l'honorer pour ce qu'il sera demain. Alors, c'était le bulletin d'information proposé par la rédaction de la RTS. Notre invité nous a rejoint en plateau. Il s'agit de Adama Bologo. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien. Bien réveillé ce matin? Bien réveillé. Je vous offre une tasse de Skinkiliba. Merci. Vous avez déjà goûté le Skinkiliba? Si. Vous connaissez? Très bien. Le nôtre, il est spécial. Il n'est pas comme tous les autres. Merci. On va passer tout de suite à la rubrique Tendance, juste après le jingle. On enchaîne dans la foulée. Toumani, tu nous parles aujourd'hui de 3 sujets différents. Le premier, tu nous parles de Jeff. Je ne sais pas si je vais écorcher le nom. Il est un peu compliqué à prononcer. Ogiomo. C'est un nom nigérien, oui. Ogiomo, c'est ça? Oui, c'est ça. Ogiomo, nigérien, et Fatou Kebe Gambi, gagnant du futur Face Global 2023. Tout à fait. Fatou Kebe, c'est beaucoup plus simple pour toi, apparemment. C'est Ogiomo. Ogiomo. Le G doit se lire J. Ok, Ogiomo. Ogiomo. Voilà. Alors, ce sont les gagnants de Future Face Global 2023. Qu'est-ce que c'est que ce concours? Quel est le concept? Comment est-ce que ça se passe? Les réponses dans cet élément. La 13e édition de Future Face en janvier 2022 a vu Anna Campos de l'Angola et Ken Milza du Rwanda sortir vainqueurs. Alors que Future Face 4e édition met l'accent non seulement sur la découverte des talents d'Afrique, mais aussi des talents du monde entier. Les mannequins en herbe ont concouru pour avoir l'opportunité de remporter un contrat de mannequin de 2 ans. Future Face, une idée originale d'Elisabeth Isioro, a commencé son parcours en 2007. Depuis lors, il a gagné en importance en tant que plateforme prestigieuse pour les aspirants mannequins. Jeff Ogiomo, représentant le Nigeria, et Fatou Kebe, représentant la Gambie, ont non seulement démontré des performances exceptionnelles et des styles uniques, mais ont également incarné la jeunesse qui correspond à l'engagement de Future Face Global. And the winner, male category, Jeff. And the winner, female category, Fatou. Mon nom est Fatou. Je suis la gagnante de Future Face. Je suis très contente. Merci à tous ceux qui ont voté pour moi. Très jolie, elle a vraiment des traits atypiques qui attirent forcément les podiums, qui attirent forcément les photographes. Ce sont les 2 gagnants, ils sont jeunes quand même. Ils sont très jeunes, 17 ans. Et justement, vous avez parlé des traits et de la couleur de peau surtout. C'est justement pour ça qu'on les a choisis, parce qu'il y avait de très belles mannequins là-bas également. Mais justement, ce sont des mannequins qui sont censés ou bien qui sont amenés à défiler sur les plus grands podiums, tout simplement. Et à la fin de ce concours, en fait, Fatou et le Nigérien vont représenter, ou je ne vais pas dire représenter, mais vont signer avec les plus grandes agences du monde, qui souvent sont interpellés comme des magazines Vogue pour choisir leur couverture. Donc, c'est pas un petit concours. Et c'est ce qui explique un peu les larmes un peu de Fatou Kebe, qui est une Gambienne. Hein. Disons une Sénégalaise alors, plus ou moins. Fatou Kebe, très sénégalaise. C'est ce que j'allais dire. C'est une boca, voilà, exactement. C'est une boca. Oui, c'est ça, c'est la Sénégambie. Alors, rappelez qu'il y avait 20 finalistes parmi 36 000 candidats un peu partout dans le monde. Wow. C'est un concours qui est préparé pendant toute une année. Alors, il passe un peu partout, en Brésil, en Europe, justement, pour dénicher des talents, mais avec une couleur de peau plutôt foncée. Et ensuite,
les ramener après au niveau des plus grands podiums. Mais bien sûr, la finale se déroule ici en Afrique. Et cette année, cela s'est déroulé à Lagos, ici au Nigeria. Ouais, le jeune homme, on a l'impression qu'il est un peu roux. Il est roux, oui, plus ou moins, mais avec ses cheveux, on sent carrément qu'il est... Il y a le sang africain en fait, qui coule dans ses veines. Et comme Fatou également, qui est très belle avec ses traits atypiques. Très bien. On va continuer avec la foire. Oser le Made in Africa. C'est tout à fait ça, la foire Oser Africa. Vous avez vu que dernièrement, il y a pas mal de foires qui sont organisées ici au Sénégal, en Afrique. Et juste pour parler de cela, je vous donne l'exemple de la foire Oser Africa, où il y avait 23 exposants et le but était de promouvoir la créativité africaine et mettre en avant le talent de nos artisans. Ça a duré 2 jours, c'était la première édition et je remercie également Eva qui était sur les lieux et qui a bien voulu partager ces images avec nous. On y retrouve un peu du tout, c'est le savoir-faire local, ce sont les tenues, ce sont les produits bio, etc. Alors aujourd'hui, un Africain, un Sénégalais peut se lever le matin, manger, porter du Made in Africa et les foires justement en sont la preuve parfaite. Maintenant, il reste juste à montrer tout cela, à le mettre au niveau international. C'est-à-dire que prendre ces foires-là, c'est vrai que les Sénégalais y vont, consomment local. Maintenant, ce qui reste, c'est de pousser les autres à consommer africain, à consommer sénégalais. Exporter nos produits à l'international. Alors, tu nous parlais la semaine dernière de Kiné Marceline Manga, qui est aujourd'hui, qui a gagné le concours Miss Africa Golden 2023. Tout à fait, c'était la surprise. La fameuse Manga qui parle espagnol, allemand, anglais, wolof, sérère. Sauf Diola, même si elle est Manga. Et a été élue Miss Africa Golden 2023. Très bien. Donc, elle a finalement très bien représenté. Elle a posé comme Sadio Mané lorsqu'elle a fait Sadio Mané, voilà, lorsqu'elle a été. Viviane nous a fait aussi du Sadio Mané quand elle a gagné ses trophées. C'est devenu une mode, une tendance qu'il a lancée un peu partout, même dans d'autres disciplines. Les U17 également. Ils ont fait pareil, à faire cela. Dès qu'on gagne, on fait du Sadio. On fait du Sadio Mané. On a failli faire du Sadio Mané samedi. Mais expresso à faire. Sarah, on passe à la rubrique invité. Notre invité est déjà en plateau. Juste après le jingle, c'est à toi. Et donc, dans cette dernière partie, on donne la parole à Adama Bologo qui est en plateau avec nous, chef de projet au PASSEC. Et justement, il revient sur cette rencontre que Dakar va accueillir, sur, on va dire, l'harmonisation, parce qu'il faut aller vers un consensus dans l'enseignement et l'apprentissage des mathématiques au primaire, notamment. Mais avant d'en venir à tout ça, je pense qu'il est important qu'on puisse se familiariser avec les missions, justement, du PASSEC. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont ces missions-là? Merci. Je voudrais, au nom de Monsieur le secrétaire général de la Confémen, c'est la conférence des ministres de l'Éducation, des États et gouvernements de la francophonie, et dire merci à RTS pour l'occasion que vous nous donnez de parler de cette importante activité que la Confémen organise. Il faut dire que la Confémen, comme on l'a dit, c'est la conférence des ministres de l'Éducation. Donc c'est une institution qui regroupe 44 États membres, qui a été mis en place par les ministres de l'Éducation depuis une 60aine d'années maintenant. Donc c'est l'une des premières institutions les plus anciennes au niveau de la francophonie. Donc sa mission essentielle, c'est vraiment d'appuyer les pays dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur politique éducative. Et pour mettre en œuvre ces missions, la Confémen a 2 programmes essentiels. D'abord le PASSEC, qui est le programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confémen, et le Pacte, qui est le programme d'appui au changement et à la transformation de l'éducation. Donc, à travers le programme de PASSEC, il faut dire que la Confémen mène un certain nombre d'évaluations périodiques des apprentissages, parce que pour nous, c'est essentiel qu'au niveau de l'éducation, on mette l'accent sur l'apprentissage des élèves, des enfants. Si on a des enseignements, c'est en vue que les enfants apprennent. Donc, de façon périodique, on accompagne les pays pour réaliser ces évaluations des apprentissages des élèves, pour voir est-ce que nos politiques éducatives portent fruit en termes de qualité du système éducatif. Et que révèlent justement ces nombreuses analyses menées? Quel est l'état des lieux actuellement, de manière générale? Très bien, il faut dire que nous sommes à la 2e évaluation périodique qui a lieu chaque 5 ans. Et la première, en tout cas à grande échelle, a eu lieu en 2014.
à laquelle le Sénégal a pris part. Il y a eu la deuxième évaluation des apprentissages des élèves du primaire, il faut préciser, qui a eu lieu en 2019, à laquelle aussi le Sénégal a pris part. Et ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a vraiment une amélioration au niveau, en tout cas, des indicateurs, des résultats, au niveau de ces évaluations-là. Nous avons une troisième évaluation qui aura lieu en 2024, qui est la troisième évaluation à grande échelle des apprentissages que nous allons organiser. Il faut dire que la première a regroupé 10 pays en 2014, la deuxième a regroupé 14 pays, et la troisième évaluation qui va avoir lieu en 2024 va regrouper une vingtaine de pays, et notamment des pays qui ne sont pas francophones, qui ont en tout cas approché la Confémène et le PASEC pour voir comment est-ce qu'ils peuvent aussi évaluer leur système éducatif. Donc ces évaluations vraiment ont montré qu'il y a des améliorations, en tout cas pour les pays qui ont fait les évaluations en 2014 et 2019, l'étude comparative a montré qu'il y a des améliorations, mais toujours il y a des défis qui persistent, des difficultés que nous avons notamment, et il est clair que c'est pourquoi la thématique de la réflexion que nous voulons mener au niveau du Sénégal, ça porte sur l'enseignement et l'apprentissage des mathématiques au primaire, parce qu'on s'est rendu compte qu'au niveau des mathématiques, on a encore quelques difficultés. Et pas que. Voilà. Il y a beaucoup de difficultés, et parfois c'est selon les pays. Dans certains pays, c'est au niveau de la langue qu'il y a des difficultés, parce qu'on enseigne en français et pas en langue locale, donc les enfants ont du mal à comprendre beaucoup plus vite. Dans d'autres pays, c'est les infrastructures, dans d'autres, c'est le financement finalement. Mais l'un mis dans l'autre, on constate sur les années successives que le niveau des élèves est en train de baisser. Chez les enseignants aussi, on a remarqué cela. Et ce qui nous étonne parfois aussi, c'est de voir que les méthodes d'apprentissage, on a l'impression que ce sont les mêmes. Ce que j'ai appris, moi, sur la révolution industrielle, il y a peut-être 20 ans ou 30 ans de cela, les enfants aujourd'hui apprennent encore la même chose sur la révolution industrielle, le marxisme, on a l'impression, le socialisme, on a l'impression que c'est la même chose qui revient sur plusieurs générations. Ça aussi, c'est un problème. Il faut que les curricula changent et s'adaptent. C'est ça. Vous êtes vraiment, vous êtes dans la dynamique conférence de consensus. Toutes ces questions que vous êtes en train de poser, ce sont ces questions-là qui vont être débattues. D'accord. Et en tout cas, lors des séances publiques que nous comptons organiser les 5 et 6 décembre. Mais quand nous disons que nous voulons débattre de ça, parce qu'effectivement, c'est comme on dit, l'idée de la conférence de consensus, c'est de voir comment on fait le lien entre la recherche, les praticiens et la communauté éducative. Comment on met toutes ces personnes-là ensemble pour qu'on puisse, sur la base de production scientifique attestée, robuste, comment est-ce qu'on va mettre à discussion un certain nombre de questionnements pour qu'à la fin, on puisse aboutir à des conclusions, des recommandations consensuelles. Donc, ce que vous êtes en train de dire, que ce soit la question des langues, la question des langues d'enseignement, parce qu'au niveau du PASEC, on fait les évaluations portent sur les langues d'enseignement et sur les mathématiques. Donc, même la question des langues d'enseignement, ça se retrouve au niveau aussi des mathématiques. Quand on prend l'exemple, dans le cadre de la préparation de cette conférence de consensus, nous avons eu à faire des entretiens, des focus group au niveau de la région de Thiès, de l'IA de Thiès. On a interrogé les enseignants. Ils ont dit que quand ils prennent une classe de CM2, et ils donnent un problème à résoudre en mathématiques, le problème est intitulé en français. Sur les 50 élèves, il n'y a même pas un élève souvent qui trouve le problème. Il y a un problème. Mais dès qu'on traduit le problème en langue, Wolof, tous les élèves trouvent. Donc ça veut dire qu'il y a un problème au niveau des langues. Il y a un problème aussi au niveau des ressources didactiques. Ça veut dire les manuels. Est-ce qu'on a suffisamment de manuels pour les enfants, pour les enseignants, pour les accompagner dans l'apprentissage des mathématiques? Il y a un problème aussi de la représentation. Donc tout ça, ça va être débattu. Est-ce qu'aujourd'hui, nous-mêmes là, quelle représentation sociale nous avons des mathématiques? Quand on prend la question des filles, au niveau des filières scientifiques, oui. Donc tout cela, qu'est-ce que nous avons comme questionnement au niveau de la formation initiale et continue des enseignants? Vous avez parlé tout à l'heure, parce que quoi qu'on dise, l'enseignant c'est l'acteur clé dans l'apprentissage de l'enfant. Mais on a une perception du prof de maths. Et on se dit que c'est la celui représentation. qui est sévère, celui qui ne sourit pas, contrairement aux profs de français ou aux profs de langue qui sont perçus comme beaucoup plus sympathiques. Quelque part, est-ce que les profs de maths aussi n'essayent pas de perpétuer ce mythe-là pour qu'on ait un tout petit peu peur d'eux? Il faut briser cela aussi. Tout ça va être discuté. Comme je dis, on ne pourra pas parler de tout. Et on n'a pas la prétention qu'en 2 journées de séance publique, on va évoquer tous les problèmes
liées à l'enseignement et l'apprentissage des mathématiques, mais je pense qu'il y a un certain nombre, en matière d'éducation sociale, il y a un certain nombre de questions que nous allons tenter d'apporter des réponses. Mais les difficultés, c'est partout. Pourquoi les maths particulièrement? Non, d'abord, c'est parce que l'évaluation porte sur les langues d'enseignement et les mathématiques, et deux, parce que ce sont les deux disciplines qu'on appelle fondamentales au niveau du primaire. Parce qu'on estime que, d'abord, c'est la langue d'enseignement, c'est le français, et dans la plupart de nos pays francophones, c'est le français. Et donc, c'est ça. C'est d'abord par ça qu'on entre au niveau de l'école. Mais les mathématiques aussi, c'est une des disciplines fondamentales, parce qu'on estime que c'est une discipline transversale importante pour la suite de la scolarisation de l'enfant. Tu avais une question plutôt par rapport aux examens. On avait, je crois... Les mathématiques d'Anta, non, allez-y. Une question par rapport aux examens. On en avait parlé en plateau, notamment l'entrée en 6e. Est-ce qu'il est finalement indispensable ou pas? Est-ce que vous allez parler justement autour de ces examens qu'on a durant tout ce cursus scolaire? On a effectivement le BFM, le baccalauréat, le CFE et l'entrée en 6e. Est-ce que vous allez justement parler autour de ça pour vraiment alléger ces élèves qui subissent vraiment une grande pression? C'est ça. Bon, il faut dire, comme je l'ai dit, au niveau de la conférence de consensus, c'est une méthodologie que nous avons voulu, au niveau de la Confémène, implémenter dans les pays qui prennent part aux évaluations PASEC. Parce que nous nous sommes rendus compte que beaucoup d'évaluations sont faites. Depuis 2014, quand je prends les grosses évaluations à grande échelle, depuis 2014, mais on s'est rendu compte que les résultats ne sont pas suffisamment exploités dans les pays. Pour vraiment dans l'élaboration et dans l'orientation au niveau de leur politique. Donc pour nous, c'est de voir comment est-ce qu'on va avoir un outil qui va aider les pays dans l'exploitation des résultats et pour transformer leur système éducatif. Donc je pense que ça porte sur une thématique. C'est vrai qu'on ne peut pas, une fois que l'outil sera en tout cas co-construit et pour qu'on ait un prototype conférence de consensus adapté aux réalités de nos pays, nous allons maintenant mettre à la disposition des pays. Il faut dire que la Confémène, c'est comme l'a dit la conférence des ministres de l'éducation des États de la francophonie. Donc nous sommes au service des ministres de l'éducation, nous sommes au service des États. Donc ce que nous faisons comme recommandation ou comme réflexion, après c'est mis à la disposition des pays qui doivent maintenant aller voir comment ils vont mettre ça en pratique au niveau de leur politique. Donc, ce que vous posez comme préoccupation, ce sont des réflexions qui ont eu lieu au niveau de la Confémène en termes d'harmonisation des curricula, des compétences de base au niveau... Parce que pour faire des évaluations comparatives, si vous voulez comparer le système éducatif du Sénégal avec celui de la Côte d'Ivoire, il faut par exemple qu'on parte sur des bases en tout cas égales. Il y a des critères. Des critères, voilà, c'est ça. Donc tout ça, c'est des réflexions que nous sommes en train de faire au niveau de la Confémène pour voir comment est-ce que, sur un certain nombre, quand je prends la question du CP, c'est une question qui a été débattue dans tous les pays, mais on s'est dit que si nous voulons aller vers une réorganisation du cursus scolaire, en disant que l'enfant qui rentre au niveau du CP1, il faut qu'il aille ce qu'on appelle la scolarité obligatoire dans beaucoup de pays. Il faut qu'il aille jusque, en tout cas, je prends ici, on parle de quoi? Non, la troisième, la fin du collège. Le BFM. Non, BFM, ça c'est le brevet. Ça c'est le CFE. Le CFE, c'est le certificat. Voilà, c'est comme si on veut parler la 9e année, quoi. Ça veut dire qu'il rentre en première année. Voilà, la 9e année. Si on prend cela, ça veut dire que l'enfant ne doit pas sortir du système. Il faut faire en sorte qu'on ait toutes les passerelles possibles pour que l'enfant puisse rester dans le système. Donc, beaucoup ont dit que si on prend ça comme un cycle, il ne doit pas avoir un examen à l'intérieur d'un cycle. En tout cas, un diplôme, en tout cas à l'intérieur d'un cycle. Donc, ça, c'est des réflexions, mais ça, c'est vraiment laissé à l'appréciation des pays. Mais nous, nous disons qu'il faut voir comment nous allons, par rapport à un certain nombre de sujets, d'intérêt commun au niveau de l'éducation, comment on va mettre ça en débat pour qu'à la fois, dans ce débat-là, on puisse associer les chercheurs, les praticiens, parce que l'idée, ce n'est pas de dire qui a raison ou qui a tort. C'est-à-dire qu'à cette conférence de Dakar, il y aura des praticiens également, il y aura des praticiens, des enseignants qui vont être associés, enseignants qui vont être là, des élèves aussi, je pense. Des élèves qui seront là, bon, comme on est au niveau du primaire, mais les parents d'élèves surtout. D'accord. Il y aura des parents d'élèves, il y aura la société civile, il y aura les partenaires techniques et financiers, il y aura tous ceux qui sont intéressés
par la question de l'éducation, mais par la thématique des mathématiques. C'est qu'il y a beaucoup de réflexions, beaucoup d'analyses également sur le système éducatif en Afrique francophone. Vous l'avez dit vous-même, il y a de nombreuses recommandations. Là où se situe le problème, c'est quand il faut appliquer cela et selon les pays. Et là, ça devient beaucoup plus complexe. Certains décident de l'appliquer, d'autres pas. Ouais. Peut-être que c'est là aussi où on trouve tout l'intérêt de la conférence que vous organisez. Il faut trouver un consensus pour que ça puisse s'appliquer, que les choses changent. C'est ça. En 1980, les méthodes ne peuvent plus être les mêmes qu'en 2023. Il y a un problème quand même. C'est ça. En tout cas, vous avez répondu à la préoccupation, que c'est ça l'intérêt de la conférence de consensus. C'est-à-dire que c'est d'aboutir à un consensus. Et le consensus, on s'est dit, quand on prend l'éducation, c'est un domaine social, un domaine qui intéresse toutes les parties prenantes, toute une communauté, et il ne faut pas mettre quelqu'un sur le bord de la route. Il faut associer tout le monde dans la réflexion, et c'est là l'intérêt de la conférence, qui est à la fois une démarche holistique. L'holisticité, c'est parce que on dit, l'enfant qui est au primaire, il y a certains qui ont commencé au préscolaire. Mais qu'est-ce qu'on fait au préscolaire? Il faut regarder au niveau du préscolaire. L'enfant qui est au primaire, il va aller au collège. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour que l'enfant, au niveau du primaire, puisse être performant toujours au niveau du collège? Donc, l'holisticité veut dire qu'il faut prendre en compte ce qu'il fait avant et ce qu'il va faire après. La vision inclusive. L'inclusivité, ça veut dire qu'il faut associer tout le monde, toutes les parties prenantes. Il ne faut pas mettre quelqu'un... C'est pas que les professionnels ou les praticiens seulement vont se réunir pour dire voilà ce qu'il y a comme solution. Non, il faut dire le parent d'élève là, il a aussi sa contribution à apporter. Il faut dire aussi que quand on prend la société civile, qui sont sur le terrain, ils ont leur contribution à apporter. Donc il faut inclure et mettre ensemble toutes ces parties prenantes là. Mais la dimension participative, c'est ça que nous organisons les 2 journées de séances publiques qui auront lieu les 5 et 6 décembre. Et au cours de ces 2 journées, nous allons convier en présentiel près de 280 à 300 participants qui vont venir de toutes les structures concernées par la question de l'éducation. Mais on permet aussi que les gens puissent suivre en ligne. Ils pourront s'inscrire pour suivre en ligne ce qui va se dire là-bas au cours de ces 2 journées des séances publiques. Il nous reste 2 minutes. Toumané et Ban avait... Oui, une question par rapport à... On parle de l'enseignement et de l'apprentissage des mathématiques. Est-ce que vous allez prendre en compte l'aspect numérique, tout en sachant que les jeunes aujourd'hui, même les plus jeunes, disposent de tablettes que leurs parents, justement, leur donnent. Et lorsqu'on parle de mathématiques, ce sont des problèmes auxquels on pousse les jeunes, justement, à réfléchir pour trouver des solutions. Mais ce sont des problèmes qui vont utiliser l'IA, justement, pour avoir des solutions sans pour autant réfléchir. Est-ce que ce problème, le problème du numérique, sera pris en compte? Alors, il faut dire que pour la question du numérique, on appelle ça le numérique éducatif. Je pense que la conférence est en train de dérouler un programme dans ce sens-là, parce que c'est vraiment aussi un enjeu majeur au niveau de l'éducation. Mais pour cette conférence de consensus, on ne va pas, de façon spécifique, parler de la question de l'informatique. Pourtant, le numérique peut apporter beaucoup quand on parle de mathématiques. En fait, pourquoi ne pas autoriser les calculatrices et tout ça? C'est un outil. Oui, c'est un outil. C'est un outil au service de l'enseignement et de l'apprentissage. Et pour nous, comme je l'ai dit, nous sommes dans... Ce que nous voulons aujourd'hui, là, c'est qu'un certain nombre de questionnements qui viennent des acteurs de terrain. Et ces questionnements-là ont vraiment été bâtis pour voir comment on prend la question des langues, comment on prend la question des ressources didactiques qui sont mises à la disposition des élèves et des enseignants, comment on prend la question de la représentation sociale et la question de la formation des enseignants. La question du numérique, c'est d'autres questions que nous sommes en train, en tout cas, sur lesquelles nous réfléchissons, et dans le cadre de d'autres Très programmes. rapidement, Abdelaziz Ban. Juste par rapport aux langues, je pense qu'il faut beaucoup aujourd'hui insister sur les langues pour pouvoir faire développer les mathématiques. Très bien, c'est ça. Nous sommes d'accord avec vous que tout apprentissage commence par les langues. Et si vous voulez que l'enfant apprenne dans une autre langue que la langue qu'il parle, en tout cas dans son environnement, ça va être difficile. Et donc pour nous, c'est vraiment d'aller vers la promotion de nos langues nationales pour en tout cas améliorer les apprentissages. Et d'ailleurs, nous avons reçu... Vas-y, Anta. Non, j'allais poser une question sur le financement. Très rapidement, Samba Guissé qui dit il faut oser aller vers la refonte en profondeur du curriculum, commencer systématiquement les mathématiques par les langues nationales. Ou encore, il y a Toualissek qui dit
expérimentons les maths en Wolof. Par exemple, on verra que ça donne, ce que ça donne. La langue est un blocage non seulement pour les mathématiques, mais aussi pour toutes les autres disciplines, même linguistiques. Sarah Louiaches, c'est ta dernière question. En 10 secondes, j'allais parler justement du financement au niveau de la Confémen et du programme pour lequel vous travaillez particulièrement. Les bailleurs se retirent de plus en plus. Les États, c'est pas évident également. Comment vous faites aujourd'hui pour arriver à financer ces différentes actions sur le terrain? Alors, il faut dire que la Confémen, c'est d'abord une volonté des États et des ministres de l'Éducation qui font en sorte que, en tout cas, l'institution puisse toujours être là. Donc, ça, c'est important. Et deuxièmement, je pense que c'est des programmes qui sont en place, mais en réflexion avec l'ensemble des États, l'ensemble des ministres, mais aussi avec l'apport d'un certain nombre de partenaires qui ont compris que on ne peut pas transformer nos systèmes éducatifs sans avoir des évaluations solides et sans aller vers une exploitation des résultats de cette évaluation. Donc, dans le cadre de cette démarche d'évaluation des apprentissages et d'exploitation des résultats de cette évaluation pour impacter en tout cas les politiques éducatives, je pense que nous avons le financement et l'accompagnement, mais il est clair que les attentes au niveau de l'éducation sont nombreuses. Comme on l'a dit, tout est prioritaire, mais nous pensons qu'il faut se focaliser et investir davantage dans l'éducation, parce que c'est l'éducation qui peut vraiment amener, comme l'a dit le feu Nelson Mandela, c'est vraiment l'âme la plus puissante pour changer le monde. Effectivement, merci beaucoup. Merci M. Adama Bologo d'être passé sur ce plateau. Il est 8h, Kinkeliba tire à sa fin. On ne peut pas finir ce magazine sans pour autant penser justement à cette triste nouvelle qui nous est survenue ce week-end. Il s'agit du décès de Adama Gaston Faye, ancien de la RTS, également membre de la cellule Zawiya Tidjaniya et qui est fidèle disciple de Serigne Abdul Aziz Sy Al Amin. Nous présentons nos condoléances à sa famille et Sarah, peut-être je laisse placer. Oui, je ne l'ai pas connu personnellement moi, mais les témoignages que j'ai pu lire par-ci et par-là ont véritablement marqué ce qu'il a été à la RTS. Il a occupé de nombreux postes de responsabilité. Rappelez qu'il est le papa de Papa Laye, qui exactement est souvent dans cette équipe de la matinale en tant que cadreur et que je connais très bien. Et quand on connaît les qualités de Papa Laye, forcément, on sait qu'il a pris de son papa. Que dire si ce n'est prier pour lui, qu'il repose en paix et que Dieu l'accueille dans son paradis. Très bien, qu'il repose en paix. Nos sincères condoléances à la famille et du courage à Papa Laye Faye. Kinkeliba, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain matin dès 6h30. Les premières... Wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line was.